Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série qui, pour ces fêtes de fin d'année 2021, se met au rythme Game of Thrones, en mode Game of Thrones, avec tous les grands spécialistes francophones invités pour évoquer avec vous, dans des émissions spéciales, des thématiques autour de cette série culte qui permettra pour les fans d'attendre la sortie du préquel House of the Dragon qui devrait sortir au début de l'année 2022 sur OCS. Alors aujourd'hui, j'ai invité une des grandes spécialistes françaises de cette série-là, c'est Justine Breton. Bonjour Justine. Bonjour. Alors Justine, vous êtes maître de conférence en littérature à l'université de Reims-Champagne-Ardenne sur le site de Troyes et vous avez publié de nombreux ouvrages à la fois sur la fantasy et sur Game of Thrones. Donc pour l'émission d'aujourd'hui, vous êtes tout à fait indiqué. Je rappelle votre principal ouvrage sur Game of Thrones, publié au PUF en 2020 avec votre collègue et ami Florian Besson, c'est Game of Thrones, une histoire de feu et de sang dans lequel vous étudiez notamment tout ce qui est le rapport de l'histoire à travers la série, un des ouvrages de référence que l'on retrouve bien sûr dans la bibliographie de cette série d'émissions. Alors vous avez publié depuis d'autres ouvrages, Justine, notamment sur Sacré Graal. Je renvoie les auditeurs et les auditrices, s'ils veulent en savoir plus, sur la page de l'émission qui vous est consacrée. Vous avez toute la présentation en détail de Justine et de tous ses ouvrages. Alors aujourd'hui, Justine, on va évoquer dans Game of Thrones une thématique qui est quand même importante, qui est présente très souvent, c'est la thématique de la fantasy. Alors peut-être pour commencer, une petite définition à travers la série Game of Thrones. Qu'est-ce que c'est la fantasy, Justine? Alors, la fantasy, de façon générale, c'est un genre, ce qu'on appelle un genre transmédiatique, c'est-à-dire un genre qui ne se développe pas uniquement à travers la littérature, mais aussi dans les séries télévisées, au cinéma, dans les arts graphiques, etc. Donc, c'est quelque chose, c'est un genre qui fait se répondre très régulièrement différentes formes médiatiques et qui permet de créer des œuvres comme ça qui s'étendent parfois à travers le jeu vidéo, à travers la littérature, à travers, voilà, il y a plein de choses simultanément qui créent donc des univers très riches. Et la fantasy, c'est un genre transmédiatique qui a pour caractéristique principale d'accorder une place centrale à la magie et au surnaturel. C'est-à-dire soit en créant des mondes
qui sont complètement différents d'une autre, dans lesquels on a des créatures merveilleuses, dans lesquels on a des règles magiques qui interviennent. Hein. Pour prendre un exemple très connu, c'est le cas dans Le Seigneur des Anneaux, où on est sur une terre différente avec des êtres, des hobbits, des elfes, etc., qui sont différents de ce qu'on connaît nous au quotidien. Mais on a aussi une autre facette de la fantaisie, une autre facette très développée, qui est la présentation de notre monde, à une époque qui peut être très variable, mais la présentation de notre monde dans lequel va s'insérer petit à petit une présence de la magie. Ça peut être par exemple avec la présence de vampires ou de créatures merveilleuses. Ça peut être avec des objets magiques qui vont venir ponctuer comme ça le quotidien. Enfin voilà, c'est la magie qui s'insère dans le monde. Donc la fantaisie, c'est un genre très large qui a plein de branches très différentes. Hein. Globalement, on va de Conan le Barbare à Harry Potter, en passant par, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, Game of Thrones. Et un des intérêts de Game of Thrones, c'est de proposer une facette de la fantasy qui est un petit peu particulière et qui était moins connue du grand public jusqu'à la diffusion de la série par HBO. Game of Thrones, c'est une forme particulière de fantasy qu'on appelle la dark fantasy. Donc la dark fantasy, hein, littéralement la fantasy sombre, c'est une facette de la fantasy qui va présenter un monde beaucoup plus violent, dans une vision beaucoup plus pessimiste de la vie, de l'être humain et des relations que peuvent entretenir les personnages entre eux. Alors, on parle aussi, hein, pour Game of Thrones, d'un autre terme qui est utilisé, on parle parfois de gritty fantasy. Gritty fantasy, gritty, c'est un adjectif en anglais qui désigne la texture du papier de verre, un petit peu. Voilà, c'est l'idée de rugueux, de quelque chose qui risque de blesser, hein, aussi, d'ailleurs. Et la fantasy de Game of Thrones, c'est vraiment ça, de la gritty fantasy, c'est-à-dire de la fantasy qui rappe, j'ai envie de dire, qui dérange, et qui va proposer du coup quelque chose de beaucoup plus dur que ce que le grand public peut connaître jusqu'ici dans les œuvres de fantasy. Alors, un grand principe de Game of Thrones, ça va être de jouer sur l'ambiguïté du monde, l'ambiguïté des règles, l'ambiguïté des caractères des personnages, en montrant qu'on est dans un monde d'inspiration médiévale, hein, mais un monde en grande évolution politique, sociale, humaine. On voit tout au long de la série, en fait dès la première saison, hein, que l'ancien monde de cette chevalerie représentée par Ned Stark, Robert Baratheon, c'est un monde qui est dépassé, qui d'ailleurs se fait dépasser très violemment, hein, par des meurtres, par des complots, etc. Et petit à petit, les affaires du pouvoir vont devenir de plus en plus machiavéliques, avec des personnages au contraire comme Peter Baelish, hein, dit Littlefinger, qui va prendre de l'importance au sein de la cour. Et on a vraiment, à travers ces différents types de personnages, l'évolution du monde de Westeros tel qu'il est représenté. C'est-à-dire qu'on va être moins dans des valeurs associées à la noblesse de la chevalerie, à des idéaux d'honneur, etc. Et on va aller davantage vers des complots et vers des discussions politiques, voire des manigances. Donc c'est cette évolution qui va aller vers beaucoup plus d'ambiguïté, beaucoup plus de subtilité aussi dans les comportements, qui est retracée dans Game of Thrones. Alors c'est bien une forme de fantaisie, mais c'est une fantaisie un peu spéciale, puisque on a finalement assez peu de magie dans Game of Thrones. Or, la magie, c'est vraiment à la base de la définition de la fantaisie. Surtout dans les premières saisons, hein, on a très peu de représentation d'éléments magiques. On a les White Walkers, hein, les marcheurs blancs, qui arrivent dès le prologue, mais qui restent un petit peu en toile de fond tout au long des premières saisons, à tel point que justement les autres personnages soit ne les voient pas arriver, soit refusent de les voir arriver, ce qui fait qu'on a cette magie qui revient dans le monde de Westeros, lentement, presque péniblement, hein, tout au long des saisons, ce qui fait que la magie va petit à petit en fait trouver sa place aussi dans la narration. Et ça apparaît vraiment de façon un peu plus nette à partir de la fin de la première saison, avec le retour des dragons auxquels Daenerys redonne naissance. Mais même avec cette présence de dragons, on n'est pas dans un monde où on va avoir des personnages qui lancent des boules de feu toutes les 5 minutes. On est sur une présence de la magie vraiment en arrière-plan, vraiment très diffuse. Et c'était aussi une volonté du créateur de cet univers, hein, du Trône de Fer, qui est George Martin,
Il a dit plusieurs fois dans des interviews que lui, son objectif avec Game of Thrones, qui est le premier tome donc, de sa saga A Song of Ice and Fire, son objectif, c'était de créer une fantaisie pour les gens qui n'aiment pas la fantaisie. Et c'est quelque chose de très, très ambitieux, hein, parce que ça veut dire jouer avec les codes de la fantaisie sans véritablement faire une fantaisie un peu plus traditionnelle, en tout cas telle qu'elle était connue par le grand public. Et alors, je pense qu'en ce sens, il a largement réussi, parce qu'on a vu hein, le succès de la série Game of Thrones à travers le monde, y compris pour des gens qui n'avaient pas l'habitude de lire ou de regarder de la fantasy. Et la série d'HBO, Game of Thrones, a vraiment proposé en ce sens quelque chose de nouveau dans le panorama télévisuel, parce que c'était présenter justement une fantasy, mais qui était loin de ce qu'on pouvait connaître jusqu'ici sur un petit écran, puisqu'on était sur une narration longue, complexe, très dense. Hein. D'ailleurs, on a beaucoup de spectateurs qui ont décroché dans la première saison parce qu'il y a trop de personnages, il y a des intrigues qui partent un petit peu dans tous les sens. Ceux qui se sont accrochés, vous avez bien fait, hein, ça vaut le coup quand même. Mais donc, c'était quelque chose de nouveau parce qu'on a une intrigue vraiment complexe avec également des moyens, hein, les moyens d'HBO qui ont permis d'avoir un grand spectacle sur un petit écran et proposant ainsi vraiment, réunissant toutes les conditions pour que cette expérience de gritty fantasy à la télé fonctionne. En revanche, parce que justement Game of Thrones propose une représentation qui est différente de la fantasy et du Moyen-Âge, en tout cas dans les visions qu'on a généralement dans l'imaginaire collectif, parce que c'est une représentation qui n'est pas idéalisée, qui n'est pas une vision naïve, hein, comme on peut avoir parfois dans certaines représentations. La série a rapidement été décrite comme une série pas tant comme une série de fantasy, mais comme une série plus réaliste, qui présentait un Moyen-Âge plus réaliste, avec une vision plus historique. C'est des adjectifs qui revenaient très régulièrement dans la presse et sur les réseaux sociaux, par exemple, suggérant que cette vision, qui était au contraire une vision violente et une vision du Moyen-Âge, notamment, qui était toujours dans l'excès, mais dans un excès inverse, hein, c'est-à-dire que dans Game of Thrones, on a bien l'idée d'une violence quasi permanente. Il suffit de prendre le premier épisode où on a un personnage qui est décapité, on a une situation d'inceste, on a un enfant qui est jeté du haut d'une tour. Enfin, voilà, c'est quand même extrêmement dense pour cette violence quotidienne dans la série. Et c'est cette violence permanente et cette vision justement sombre de la fantaisie qui a été interprétée fréquemment comme quelque chose de réaliste ou d'historique. Parce que ce serait une vision qui s'éloignerait des images qu'on a plus souvent, des images romantiques de Disney, par exemple. Hein, on a certes du Moyen-Âge, mais un Moyen-Âge plein de châteaux et de princesses, où ça s'éloigne aussi hein, de la fantaisie un peu plus dorée qu'on a dans Le Seigneur des Anneaux, hein, par exemple, pour prendre les œuvres les plus connues. Disney, Seigneur des Anneaux, ce sont des œuvres qu'une partie du grand public connaît et connaît bien, et c'était souvent la première, voire la seule voie d'entrée vers la fantaisie du grand public. Ce qui fait que là, Game of Thrones arrive en proposant une vision beaucoup plus sombre, clairement presque déprimante, hein, on pourrait aussi voir des choses comme ça, et ça a été interprété comme quelque chose de réaliste. Or, bon, ça a été bien montré par les historiens, par tous les spécialistes du Moyen-Âge, mais cette vision de Westeros, ce n'est pas une vision plus réaliste que ne l'est la vision de Disney, par exemple. Hein. On a certes d'un côté un Moyen-Âge rose et de l'autre côté un Moyen-Âge noir, mais on est malgré tout sur deux visions idéalisées, hein, dans un sens ou dans l'autre, deux formes d'excès dans la représentation. Ça n'a rien de réaliste, même si, je ne sais pas si c'est la peine de rappeler qu'un monde où on a des dragons et des formes de magie comme ça, ou des zombies qui apparaissent, je ne sais pas si c'est la peine de rappeler qu'on n'est pas sur du réalisme, mais malgré tout, puisque c'est quelque chose qui a été fréquemment dit, rappelons que, certes, Game of Thrones a proposé quelque chose d'innovant dans le panorama télévisuel, mais qu'on n'a pas réinventé le Moyen-Âge pour autant, bien sûr.
La question de la nouveauté, c'est vraiment très intéressant ce que vous évoquez avec nous, Justine, à l'instant, parce que on pourrait ici se poser la question véritablement, est-ce que pour vous, ça signifie que Game of Thrones a proposé aux spectateurs quelque chose de totalement nouveau? Pour le grand public qui n'avait pas forcément l'habitude de la fantasy, oui, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Encore une fois, l'un des intérêts, c'est de pouvoir proposer cette fantasy au grand public, puisqu'on a bien vu que la série n'a pas touché que les fans de fantasy de la première heure, mais que ça a vraiment pu s'étendre à un public très large. Et l'un des moyens qu'a trouvé Game of Thrones pour justement s'adresser à ce public très large, c'est de s'appuyer sur les codes ou sur les stéréotypes de la fantasy, mais pour mieux les déconstruire. Alors, je vais apporter une nuance tout de suite, hein, les déconstruire en tout cas dans les premières saisons, puisque on a le cas de les 2 dernières saisons qui sont un petit peu plus problématiques dans cette représentation, mais c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de ce que propose George Martin dans ses romans et ce qui a été quand même pas mal adapté dans la série d'HBO, c'est que du point de vue de la narration, on s'appuie sur des choses connues et des choses attendues. On a le personnage du jeune garçon qui rêve d'être chevalier, qui est d'origine noble, qui est aventureux, qui est curieux, qui espère pouvoir devenir voilà, chevalier ou peut-être plus un jour. C'est le personnage de Bran Stark. On est au tout début de la narration, que ce soit dans les romans ou dans la série. On voit qu'on est avec un personnage typique de la fantaisie, un jeune garçon promis à un brillant avenir et qui va probablement cristalliser un peu tous les espoirs du lecteur ou du spectateur. Or, si vous êtes allé jusqu'à la fin du premier épisode de Game of Thrones, vous savez que cet espoir d'avenir du personnage est brisé concrètement lorsque le jeune garçon est jeté du haut d'une tour, ce qui va le laisser handicapé pour tout le reste de son existence. Donc l'idée de ce que propose George Martin et de ce que met en scène Game of Thrones, c'est de montrer, voilà, on va vous donner tous les codes, tout ce que vous attendez de la fantasy, pour mieux vous l'enlever tout de suite, en fait. Ça se retrouve aussi à travers le personnage de Daenerys, hein, c'est un personnage de princesse en exil qui est une victime, hein, qui est clairement exploitée par son frère, vendue en mariage, violée et voilà, dans des situations quand même extrêmement atroces dans la première saison. Mais on va montrer ce personnage de victime, très traditionnel aussi, et on va montrer comment elle retourne les choses et comment elle sait utiliser tout ça à son avantage en devenant plus qu'une princesse en exil, en devenant une chef de guerre, en devenant la mère des dragons, et en devenant ce personnage qui a été fréquemment décrit comme badass, hein, et vous aurez un épisode consacré à ce personnage de Daenerys pour approfondir un petit peu plus cette idée. Mais l'idée, c'était vraiment ça, de s'appuyer sur quelque chose de très traditionnel pour ensuite le renverser entièrement. Alors, ça a provoqué des grandes surprises, des surprises parfois positives, hein, comme dans cette ascension de Daenerys, des surprises qui ont parfois déstabilisé les spectateurs. Ça a été le cas avec la chute de Bran et à la fin de la première saison avec la mort de Ned Stark, hein, puisque on avait de nouveau les spectateurs qui s'étaient identifiés à ce héros noble, défenseur de valeurs honorables, qui avait tout pour devenir le grand héros. Et Game of Thrones nous dit bien, non, ici, c'est pas comme ça que ça se passe. On va vous présenter les stéréotypes, mais pour mieux les déconstruire. Ce qui fait qu'on a vraiment quelque chose de surprenant dans la narration. On s'appuie sur quelque chose qui est apparemment attendu, mais pour mieux surprendre le spectateur. Malgré tout, Game of Thrones parvient à conserver une structure assez traditionnelle dans la fantasy. On est bien sur des personnages qui vont mener une quête à la fois personnelle et de plus grande ampleur, que ce soit la quête de Bran vers la corneille à 3 yeux ou la quête plus générale de certains des personnages pour faire comprendre que les marcheurs blancs arrivent et que c'est la véritable menace qui pèse sur l'ensemble du royaume. Donc on a des quêtes avec des mouvements de personnages qui finalement vont être assez traditionnels, des ambitions contradictoires, des personnages qui parfois doivent s'unir pour lutter contre une menace supérieure. Ça, on est sur des structures finalement assez habituelles et qui
évolue sur un temps long. Et là, c'est aussi tout l'intérêt des sagas littéraires et de cette adaptation en série, puisque l'œuvre de Martin avait plusieurs fois été envisagée en adaptation, mais notamment au cinéma, ce qui posait problème à George Martin parce que ça obligeait à couper énormément la narration. Dans l'adaptation en série, ça permettait d'avoir plus de temps pour développer les différentes intrigues parallèles, parfois contradictoires, et faire évoluer les personnages jusqu'à permettre des revirements complets de perception. Je pense au personnage de Jaime Lannister, qui est au début de la série le prince charmant, extrêmement agaçant parce qu'il a cette apparence parfaite, il est extrêmement prétentieux, et par ailleurs, il vient de la famille de méchants, globalement, parce qu'on est invité à être du côté des Stark et que lui, c'est un Lannister. Et à partir du moment où le personnage va, pas tant être fait prisonnier, mais à partir du moment où il perd sa main, il va se reconstruire petit à petit, il va avoir tout un arc narratif rédempteur qui permet de s'identifier davantage au personnage, au point qu'il devient lui-même une forme de héros dans la suite du récit. Alors avec encore une fois des nuances et des évolutions plus ponctuelles, mais c'est quelque chose qui est assez impressionnant de pouvoir faire revirer comme ça complètement la perception qu'on a d'un personnage. Au niveau de la nouveauté qui a été proposée, je pense que du coup, la véritable nouveauté, ça a été que Game of Thrones a réussi à rendre cette fantaisie, même si George Martin a beau dire que c'est de la fantaisie pour les gens qui n'aiment pas la fantaisie, hein, ça reste de la fantaisie, avec des codes finalement assez traditionnels qui transparaissent. Mais la grosse innovation, ça a été de rendre cette fantaisie complexe et riche et vraiment subtile et nuancée, de la rendre accessible à un large public qui n'avait pas l'habitude de ces codes. Et là, c'est vraiment quelque chose qui a été un gros travail de la part des scénaristes qui ont adapté le texte, bien sûr, mais aussi de HBO qui a vraiment proposé quelque chose qui a dépassé les catégories qu'on avait très traditionnellement. On était sur la littérature de niche réservée à un public bien spécial. Là, ça a été quelque chose un succès international. Je n'irai pas jusqu'à dire transgénérationnel quand même, parce qu'on est sur une œuvre clairement destinée à un public adulte, de par la violence et la sexualité crue qui est représentée. Mais malgré tout, ça a su toucher des gens qui n'avaient pas l'habitude de regarder ce genre d'œuvre. Je ne sais pas, alors il faudrait faire une étude plus précise, je ne sais pas si ça implique que les gens qui ont regardé Game of Thrones se sont ensuite tournés vers d'autres œuvres de fantasy et sont devenus maintenant des fans assidus de fantasy. Je n'ai pas les chiffres. Mais au moins, pendant un temps, pendant une décennie, quand même, c'est pas rien hein, sur la diffusion d'une série, pendant une décennie, presque le monde entier s'est tourné vers les enjeux de la fantasy sur petit écran. Et rien que pour ça, Game of Thrones a vraiment constitué un jalon essentiel hein, dans l'histoire de la fantasy. Qu'est-ce qui fait, Justine Breton, vous qui connaissez très bien la fantasy, qui connaissez très bien aussi Game of Thrones, justement que pendant, vous l'avez dit, hein, plus d'une décennie, on a comme ça un large public, hein, vous l'avez dit, qui n'est pas que du public connaisseur et spécialiste de fantasy, a vécu véritablement au rythme des saisons de Game of Thrones, avec, on fera d'ailleurs une émission dessus, hein, sur les fans, avec la garde de nuit notamment. Mais qu'est-ce qui fait ce succès d'après vous, Justine? Alors, ça serait difficile de donner les ingrédients précis au sens où ce seraient des ingrédients qu'on pourrait remettre dans un autre programme, dans une autre série, et on serait assuré d'un nouveau succès. Des gens beaucoup plus malins que moi essayent depuis des années et parfois ça tombe à plat. Mais malgré tout, là, on a des éléments qui ont fait que non seulement ça a marché, mais que ça a marché sur la durée. Et ça, c'est pas rien non plus. D'abord, on a, grâce au texte de George Martin, une structure narrative particulièrement riche. Il a créé un univers qui est très large, hein, avec différents enjeux, même si les œuvres, les romans développent principalement l'univers, le continent de Westeros et un petit peu le continent d'Essos. On sait qu'on a aussi d'autres espaces qui n'ont pas été ou qui sont très peu exploités dans l'œuvre et qui ne sont même pas évoqués dans la série. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans les romans, ce qu'on voit dans la série, c'est qu'un fragment de tout cet univers que Martin nous évoque. Donc on voit déjà
la richesse de ce qu'on appelle ce monde secondaire, hein, pour reprendre la terminologie de Tolkien, c'est-à-dire ce monde qui n'est pas le nôtre, qui a des points communs, certes, avec le nôtre, mais qui a ses propres règles, sa propre géographie, sa propre histoire, histoire qu'on découvrira un peu plus, notamment à travers la série préquelle House of the Dragon, et donc on attend avec impatience, mais voilà, on a vu un fragment seulement de toute cette richesse possible. Et dans cet univers qui est déjà très, très large, avec des enjeux vraiment spécifiques, George Martin et à sa suite HBO ont proposé des personnages qui sont nuancés. C'est souvent un reproche qui est fait à la fantasy notamment par les gens qui n'ont pas l'habitude de lire ou de voir de la fantasy. C'est l'idée que c'est quelque chose de très manichéen, où on a le bien contre le mal, on a les gentils contre les méchants, les gentils gagnent à la fin, chouette, tout va bien, et entre deux, on met des épées, des dragons et des magiciens. Voilà, c'est une vision caricaturale, mais qui transparaît encore beaucoup, parce que ça fait partie aussi, de ce qu'on attend dans la fantasy. Mais malgré tout, on ne peut pas dire que les grandes œuvres de fantasy qu'on connaît actuellement soient véritablement manichéennes. C'est un reproche qui a été souvent fait à Tolkien. Je pense que tous les spécialistes de Tolkien vous diront que non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne chez Tolkien. Et Game of Thrones est allé plus loin en montrant dès le début que tout n'était pas noir ou blanc, mais qu'on avait énormément d'ambiguïté. Alors, on a énormément d'ambiguïté, mais si on regarde bien, dans la série, elles apparaissent par touches vraiment très ponctuelles. Parce que quand on regarde la première saison, on a quand même, globalement, la famille des gentils, ce sont les Stark, et la famille des méchants, ce sont les Lannister. Le tout étant, d'un côté, on a les bruns, de l'autre, on a les blonds, ce qui permet de bien les identifier dès le début pour se repérer un petit peu dans tout ce flot de personnages très nombreux. Mais donc, on a une vision qui apparaît très manichéenne au début. Et c'est par petites touches qu'on va voir que les Lannister ont peut-être des failles, ont peut-être des éléments qui font qu'on peut essayer de les comprendre davantage. Je ne sais pas si c'est forcément facile de s'identifier au personnage de Tywin, par exemple, mais le personnage qui est clairement prévu c'est le personnage de Tyrion Lannister, le nain de la fratrie, qui est rejeté par son père, rejeté par ses frères et sœurs, enfin en tout cas par ses sœurs, rejeté par une grande partie de la société, qui assume à la fois son côté, ce côté rejet de la société, qu'il l'assume par moments, et qui en même temps a conscience qu'il a l'avantage d'être né dans une grande famille et qu'il doit faire quelque chose de cet avantage qu'il a. On est sur un personnage très drôle, très sarcastique, très intelligent aussi, donc on va avoir la possibilité pour le spectateur de s'identifier à ce personnage un peu de vilain petit canard, mais qui en joue aussi parce qu'il n'a pas le choix. Malgré tout, même comme ça, même dans cette vision, ça ne veut pas dire que c'est lui le gentil au milieu d'un univers de méchants, même si la série Game of Thrones a fortement atténué ses côtés négatifs pour faire malgré tout de lui un héros. Quand on regarde les textes de George Martin, on voit que le personnage de Tyrion, par exemple, est un violeur, ce qui n'est pas du tout représenté dans la série parce qu'il fallait qu'on ait malgré tout un élément positif auquel se rattacher. Et à l'inverse, quand on regarde la famille des Stark, on voit que certes, c'est la famille aimante, unie, etc., mais qu'on a malgré tout des dissensions, en particulier incarnées par ce personnage de Jon Snow, aimé de ses frères et sœurs, mais avec une grande tension vis-à-vis de sa mère adoptive, Catelyn Stark, qui ne lui adresse globalement pas la parole ou qui le considère parfois comme un serviteur. Et on a ce personnage qui va cristalliser un petit peu le mystère, notamment le mystère de ce personnage de Ned Stark, qui est le personnage honorable par excellence, mais sur lequel flotte une aura de mystère parce que ce personnage honorable a lui aussi, entre guillemets, fauté et a amené un enfant bâtard dans sa maison. Donc, c'est-à-dire qu'on a des touches par-ci, par-là, qui nous montrent que le portrait apparemment manichéen est beaucoup plus nuancé. Et autour de cette représentation des deux familles, on va avoir toutes les autres grandes familles et tous les autres personnages qui vont évoluer et qui vont petit à petit montrer qu'on a énormément
de nuances, d'ambiguïté. Je pense au personnage de Varys, par exemple, qui est un personnage extrêmement complexe et qui a été pas mal représenté d'ailleurs dans la série. Et je pense qu'un des gros atouts d'HBO, ça a été, pour interpréter ces personnages nuancés, d'engager des acteurs qui sont souvent extrêmement talentueux. Alors, on a des jeunes comédiens qui débutent dans la série et qui ont évolué d'ailleurs de façon intéressante. Je pense à l'interprète d'Arya, par exemple, mais c'est Williams. Mais on a aussi des grands noms du cinéma ou de la télévision qui apparaissent. Et je pense notamment donc, à Sean Bean ou à Peter Dinklage, qui vont être des grands noms pour lancer la série au début. Et on voit qu'on a non seulement des grands noms, mais ce sont de grands acteurs qui ont un talent vraiment indéniable et qui vont permettre d'apporter toute cette nuance au personnage. C'est pas pour rien que la tirade de Tyrion lors de son procès, lorsqu'il réclame un duel, c'est pas pour rien que cette scène a vraiment marqué les esprits et a été récompensée à plusieurs reprises parce que on a vraiment un beau texte joué par un acteur qui a vraiment un talent assez impressionnant ici. Et je pense que ce charisme aussi et ce jeu des acteurs a beaucoup fait pour l'attachement des spectateurs vis-à-vis de la série. HBO a eu l'audace de proposer ici une télévision à grand spectacle, vraiment, en reprenant déjà en ayant des budgets absolument colossaux, au fur et à mesure que la série s'est développée d'ailleurs. Mais on voit, la photographie est soignée, on a des décors merveilleux qui ont été tournés un petit peu partout, alors en Islande, en Irlande, à Malte, en Croatie, etc. Donc on a des très beaux décors qui font voyager aussi le spectateur. Les costumes ont été particulièrement soignés. Il y a eu toute une exposition qui a permis de voir des costumes et des accessoires de la série, montrant à quel point vraiment il y avait des détails et des subtilités qui avaient été proposés dans tout ce travail de conception. Ça se retrouve bien évidemment aussi dans la musique. On a beaucoup parlé de la musique du générique de Game of Thrones, qui a marqué les esprits. Mais on a aussi toute une bande son dans l'ensemble des saisons qui a vraiment fait pour élever un petit peu élever le niveau de la fantasy à la télévision. Game of Thrones, ça a été ça. Ça a été proposer un spectacle digne du cinéma, digne du grand écran, mais accessible chez soi et presque à l'heure qu'on veut. Donc, ça a été, voilà, comment rendre cet univers riche et cette richesse digne d'un long métrage cinématographique avec un énorme budget, comment rendre ça accessible au grand public sur un petit écran. Et HBO a vraiment réussi son pari. Alors, encore une fois, peut-être moins dans les dernières saisons, mais je pense que c'est pas faute d'avoir une belle photographie et des beaux décors. Les dernières saisons, on est plus sur des problèmes narratifs qui, là, sont un peu indépendants de ce qu'a proposé George Martin. Mais bon. Justine Breton, à défaut de peut-être de trouver un remplaçant à Game of Thrones sur le petit écran en tout cas, est-ce qu'on peut dire que cette série a donné naissance à une nouvelle dynamique pour la fantasy sérielle? Est-ce que d'autres séries ont pris le relais? Est-ce qu'il y a eu oui, une nouvelle dynamique là-dessus? Oui, parce que, oui, au sens où plusieurs chaînes ou plusieurs studios ont essayé et essayent toujours de prendre la suite de Game of Thrones. Ça a été un tel marqueur dans le panorama télévisuel, qu'on aime ou pas la fantasy et qu'on aime ou pas Game of Thrones, on en a entendu parler. Donc rien que pour ça, ça a été déjà un marqueur assez fabuleux pendant presque 10 ans. Ce qui fait que les studios ont essayé d'enchaîner et de proposer autre chose pour surfer sur la vague, comme on dit. Alors, ça a été surfer sur la vague d'une certaine façon en proposant des programmes de qualité aussi, mais pas forcément dans le sens de la fantasy. C'est ce qu'a proposé HBO avec Tchernobyl, par exemple, qui a été diffusé juste après. Mais on est vraiment dans une autre optique. En revanche, on a pas mal de possibilités aussi pour prolonger la fantasy sur petit écran. On va avoir ce que j'ai envie d'appeler les héritiers directs de Game of Thrones, avec toute cette vague de dark fantasy qui se développe un petit peu plus. C'est le cas avec, bien entendu, les préquels de Game of Thrones qui sont en préparation, dont House of the Dragon, qui est
la série la plus avancée pour le moment, puisqu'on a des images, on a le tournage qui est bien amorcé et on a une date de diffusion pour la première saison. Mais on a d'autres préquels de la série qui sont toujours en préparation, avec plus ou moins d'avancées, et on verra s'ils peuvent arriver à terme au bout d'un moment. Mais Game of Thrones se poursuit par ces autres séries et par aussi tout cet univers dérivé qui a pu être proposé. À la télévision, on a aussi une autre œuvre qui a commencé en 2019, proposée par Netflix, c'est la série The Witcher. The Witcher qui clairement est mis en avant comme le remplaçant de Game of Thrones. Je ne sais pas si ça sera le cas, clairement, mais c'est ce sur quoi essaye de tabler Netflix, qui a proposé la série. The Witcher, c'est une série où on a une seule saison pour le moment. La deuxième est attendue là en 2021 pour la fin d'année. C'est une série, donc encore une fois, de dark fantasy. On reprend un petit peu les mêmes, des esthétiques assez similaires, au sens où on a des créatures, on a de la magie, on a des guerriers, etc. Mais on est sur un monde très sombre, avec des personnages tout en nuances de gris, et des enjeux vraiment empreints de violence assez régulièrement. The Witcher, c'est aussi adapté d'une œuvre littéraire particulièrement riche. Là, on est sur la saga du sorceleur d'Andrzej Sapkowski. C'est une œuvre qui a déjà fait ses preuves d'un point de vue littéraire et du point de vue des adaptations, parce qu'on est sur une œuvre qui a déjà été adaptée en téléfilm en Pologne en 2001, et surtout qui a été adaptée dans 3 jeux vidéo par les studios CD Projekt Red, et qui ont connu, surtout pour le 3e, un succès vraiment colossal dans le monde du jeu vidéo. Donc on est sur une série de dark fantasy qui a déjà énormément de potentiel, parce qu'elle a déjà énormément de fans par la version littéraire et par la version vidéoludique. Là encore, ils ont cherché à s'appuyer sur un grand nom surtout, avec le personnage principal qui est incarné par Henry Cavill, mais on a malgré tout des comédiens assez intéressants qui gravitent autour. Certes, on est chez Netflix, on n'est pas chez HBO, donc c'est pas tout à fait les mêmes enjeux de diffusion, c'est pas tout à fait le même budget non plus, même si le budget reste très conséquent dans The Witcher, mais ce qui fait que la photographie est un petit peu, alors elle est plus sombre aussi, les effets spéciaux sont un petit peu moins bien réalisés, les costumes sont un petit peu moins soignés, etc. On a peut-être en revanche plus de soin qui est apporté aux scènes de combat, aux scènes de chorégraphie de combat qui apparaissent. On a des choses très belles qui sont aussi mises en scène. Donc il y a du bon, il y a du moins bon. À voir si sur la durée, cette série pourra engranger un public aussi important que celui de Game of Thrones. Ça m'étonnerait, au sens où The Witcher n'a pas cherché tout de suite à s'adresser au grand public. Au contraire, ils ont proposé dans la première saison une narration beaucoup plus complexe, avec des chronologies vraiment imbriquées, qui fait que quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'univers aurait beaucoup de mal à plonger dedans. Donc je ne sais pas si ça marchera de la même façon sur la durée, mais en tout cas, la série est clairement présentée comme une héritière de Game of Thrones, ou peut-être une concurrente aussi, plus exactement. Ça, c'est pour vraiment ces héritiers directs de Game of Thrones, mais on voit aussi de plus en plus que la série a eu une influence plus indirecte, du coup, sur d'autres programmes, parce que Game of Thrones a vraiment montré une partie des possibilités narratives qu'on pouvait avoir sur grand écran, y compris avec de la fantasy. Ça a permis de nuancer un petit peu la vision que le grand public pouvait avoir parfois de la fantasy. On s'est rendu compte qu'on pouvait proposer aux spectateurs des récits complexes, des récits nuancés. Je pense que c'est bien, une fois de temps en temps aussi, de remarquer que le spectateur est intelligent et peut comprendre des choses subtiles. C'est bien de se le rappeler. On peut avoir des choses complexes, et surtout pour les studios ou pour les chaînes qui diffusent ces programmes, c'est aussi constater qu'ils peuvent parfois prendre le risque d'investir, et des sommes parfois colossales, dans ce type de programme, dans des programmes qui vont impliquer un univers complètement différent, qui vont impliquer de la magie, qui vont proposer aussi une vision très sombre et
faut être honnête, très pessimiste de l'existence. Mais les studios se sont bien rendus compte que, via le succès de Game of Thrones, que la fantasy n'était plus ce qu'on a appelé longtemps un genre de niche, ou en tout cas plus autant qu'on a bien voulu le dire. Ça a été une influence pour la fantasy, mais ça a aussi été une influence pour les autres genres de l'imaginaire. On a de plus en plus de budgets qui sont accordés aussi aux séries de science-fiction. On a pas mal de choses qui sont proposées, encore une fois, sur petit écran avec des qualités narratives et esthétiques variables, mais qui permettent de continuer à entretenir cet imaginaire pour un grand public, parce que c'est aussi ça l'intérêt. Parce que les publics, les lecteurs de fantasy et de science-fiction, ils existent depuis longtemps et ils sont toujours là. L'idée, là, c'est de rendre ces littératures de l'imaginaire accessibles à plus de gens, au plus grand nombre, à travers des programmes de qualité. Alors, ça commence à transparaître depuis globalement la fin de Game of Thrones, donc depuis 2019. On a encore plein de projets qui sont en préparation. Parmi ce que je n'ai pas encore évoqué, mais on a HBO qui est aussi en train de développer l'adaptation de Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor, qui a été un succès aussi de fantasy, donc dans un univers cette fois totalement différent, mais avec aussi beaucoup d'enjeux et des représentations qui peuvent avoir énormément de potentiel sur petit ou sur grand écran d'ailleurs. Donc voilà, les studios se sont rendus compte qu'on pouvait présenter de la fantasy aussi dans d'autres facettes. On va le voir là avec la série La Roue du Temps. On a aussi une série en développement par Amazon autour de l'univers du Seigneur des Anneaux qui a des budgets absolument faramineux. Donc, c'est-à-dire que là, les studios, j'ai envie de dire, prennent des risques budgétaires, mais en fait, savent très bien qu'il y a une communauté de fans derrière et qu'ils ont la possibilité de toucher un plus grand public. Donc, ils savent que ce risque est maîtrisé et calculé et que c'est pour ça qu'ils peuvent se le permettre. Donc, je ne sais pas si on aura un nouveau Game of Thrones un jour, mais de temps en temps, on a des succès comme ça ponctuels. On a eu l'adaptation du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson. On a eu l'adaptation au cinéma et les romans de J.K. Rowling sur la saga Harry Potter. Là, on a Game of Thrones. En 20 ans, c'est quand même pas mal au niveau grand succès internationaux pour la fantasy. Donc, je pense que, voilà, on verra sous quelle forme, mais je pense qu'en tout cas, la fantasy et tous ces genres un peu cousins, comme la science-fiction, le steampunk, etc., ont encore de beaux jours devant eux, en tout cas sur le petit écran. Je pense que voilà, on a des chances d'avoir des spectacles intéressants à venir. Justine Breton, merci beaucoup pour cette évocation de la fantasy dans Game of Thrones. Alors vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes du podcast, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission, sur notre site histoireensérie.com. On rappelle, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, dans cette bibliographie, vous avez votre ouvrage qui s'intitule, que vous avez publié, d'abord avec Florian Besson, qui s'intitule « Une histoire de feu et de sang ». Le Moyen-Âge de Game of Thrones, paru aux presses universitaires de France, les PUF, en 2020. Donc un ouvrage très complet et dans lequel on retrouve les thématiques que vous avez évoquées ici avec nous. Merci Justine, puis à bientôt pour une nouvelle émission. Merci, à très bientôt.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. And there's a mist again.